Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice. Une boîte à malice aujourd'hui dans laquelle il sera question de musique, avec un tout nouveau projet pop et enchanteur, Son Parapluie. Qui compose, qui chante et qui a réalisé les superbes illustrations de leur premier clip? Réponse dans quelques instants. Au programme également un premier film détonnant, Rodéo, de Lola Kivoron, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de sa venue au Club de Metz. Elle nous en dira plus sur ce film qui est aussi entre thriller et film d'émancipation. Tout cela sans oublier nos coups de cœur et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, je vous propose de faire l'ascension du Mont Ventoux à bicyclette. Alors vous n'en avez pas le courage, eh bien pas de panique. L'auteur Arnaud Caël s'y est attaqué pour nous avec une fougue et une passion qu'il partage dans ce petit livre que j'ai dévoré, Mont Ventoux. Ouvrons la boîte à malice pour en savoir plus. Bienvenue. Arnaud, salut. Salut. Ça fait plaisir de te retrouver, merci de m'accorder cet entretien. Alors, les fidèles téléspectateurs de Mirabel TV, Moselle TV te connaissent bien puisque tu as animé de nombreuses émissions sur la chaîne présentée, conçue comme le Graouli Mag. On a co-présenté ensemble l'émission juste avant de zapper. Ouais. Il y a quelques années de cela, tu as quitté le navire Moselle TV pour te destiner à d'autres projets, tourner toujours autour du sport. Tu as notamment réalisé plusieurs documentaires, dont un consacré à Carlo, le fameux Carlo Molinari, qui est le président mythique du FC Metz, en tout cas un des présidents mythiques du FC Metz. Tu as fait plein d'autres choses aussi. Et alors on se demande, mais pourquoi tu es là? Parce que tu parles de sport, tu es sportif. J'avais envie de venir. On est dans une émission culturelle. Eh bien moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, ce sont tes mots, ton écriture, puisque tu as écrit déjà 2 livres, un premier consacré à Roger Federer, et puis le second qui est là entre mes mains, Mont Ventoux, paru chez Andersen Éditions. On va en parler dans quelques instants. Avant cela, peut-être ton amour des mots. Il te vient d'où? Qu'est-ce qu'ils représentent, les mots, pour toi? Depuis tout petit, en fait, j'ai 2 passions, j'ai deux envies. La première envie, c'est à 5-6 ans de me dire j'ai envie d'être sportif professionnel. Bon, très vite, je vois que c'est pas possible. Hein. Tu t'échantes. Faut faire des choix. Et puis mon deuxième autre rêve qui m'a jamais quitté, c'était d'écrire un roman. Alors, c'est pas un roman, parce que le roman, encore, je pense pas être encore prêt pour aller dans ce registre-là. Mais en 2019, j'ai donc Olivier Larizza, qui est éditeur chez Andersen+, qui m'a dit, je trouvais pas de thème, je me battais avec les mots. L'envie s'est retournée finalement en souffrance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écrivais quelque chose, ça finissait à la poubelle, etc. Parce que je trouvais pas le bon thème, je trouvais pas mon style non plus, c'était compliqué. J'ai essayé d'imiter un peu les autres, mon style était empoulé, pas terrible, je faisais des longues phrases, beaucoup de mots, beaucoup de qualificatifs, bref, c'était assez imbuvable, on peut dire, ou indigeste. Et puis, grâce à Olivier, avec l'apport d'Olivier qui m'a un peu soufflé l'idée aussi d'écrire sur Federer, donc mon premier livre en 2019, et c'est venu d'un coup, d'un trait. Voilà, c'est un style beaucoup plus incisif, avec des phrases assez courtes finalement. Et c'est le sujet aussi que j'ai choisi, c'est-à-dire raconter ma relation avec Roger Federer à l'époque, qui a fait que ça a été possible finalement de me lancer dans cette aventure-là. Alors pour ce premier livre, effectivement, tu as évoqué ta relation avec Roger Federer, et là, c'est ta relation au Mont Ventoux que tu vas évoquer dans ce livre-là. Ce Mont Ventoux, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Parce que pour beaucoup, effectivement, c'est une source d'émerveillement, Ouais. Un pic, un roc, Mais même pour une ceux qui péninsule. n'aiment pas forcément le vélo. Hein. Exactement, exactement. Mais pour toi? Bah pour moi, forcément, c'est lié au vélo. Mais pas que non plus, parce que c'est vrai que je le dis souvent, c'est quand on est petit, qu'on descend en vacances dans le sud, et quand on vient de l'est de la France, on emprunte toujours l'autoroute. Et à un moment, on croit cette espèce de soucoupe volante, parce que c'est comme si ça s'était posé au milieu de la Provence, hein, le Ventoux. Hein. C'est vraiment assez impressionnant, il n'y a rien autour, c'est vraiment un sommet là, qui est là au milieu de nulle part, à 2000 mètres d'altitude quasiment. Et à chaque fois, en passant quand j'étais petit, je me rappelle toujours de cette image. Et je disais à mes parents dans la voiture, il est où le Mont Ventoux? Il est où le Mont Ventoux? Pourquoi? Peut-être parce que j'avais entendu quelques histoires cyclistes sur cette montagne-là. Mes parents sont cyclistes, mes grands-parents étaient cyclistes, mes oncles sont cyclistes, mes cousins sont cyclistes. Donc en fait, je ne pouvais pas vraiment échapper à ça. Et souvent, dans les conversations, quand j'étais petit, je me rappelle avoir souvent entendu le Mont Ventoux, le Mont Ventoux. Et c'était souvent lié au récit du drame qui a eu lieu en 1967 avec la mort de Tom Simpson. Que tu évoques, voilà, qui a fait un malaise
sur le Mont Ventoux et qui est décédé quelques minutes plus tard lorsqu'il était évacué vers l'hôpital d'Avignon. Petit, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que je me rends compte à 6-7 ans qu'on peut mourir du cyclisme, on peut mourir en étant sur un vélo. Et ça, je ne l'avais pas forcément encore en tête, hein. Mes parents faisaient du vélo, donc j'ai commencé à avoir peur et je me suis dit, ça s'est passé sur le Mont Ventoux, donc j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, pourquoi cet Anglais-là est mort en 1967. Donc voilà, il y a tout ça, il y a cette image, et puis oui, c'est un endroit vraiment fascinant. Et tu en parles très bien, tu écris ici, page 30, « Le commun des mortels n'y danse pas, il se contente d'appuyer sur les pédales, souvent sans style, car il s'agit de survivre. Le mot n'est pas trop fort, on est au-delà de l'usure physique et mentale. S'attaquer aux géants de Provence, c'est subir en priant intérieurement que ses mollets ne se fichent pas, que son rythme cardiaque ne se dérobe pas et que le mental n'abdique pas. Il faut avancer, grappiller chaque mètre, absorber le bitume dans l'attente d'une trêve éphémère, mais illusoire. Le Ventoux vous concasse dans sa forêt, puis vous broie sans scrupule vers son sommet dans la rocaille. » C'est très bien écrit et c'est très poétique aussi dans ta manière d'aborder les choses. C'est-à-dire dans ton écriture, on a à la fois de la poésie, de l'humour, et tout un tas de choses qui nous traversent dans cette aventure. J'ai essayé d'écrire comme je le ressentais et comme je l'ai vécu. C'est vrai que... Alors j'ai monté 2 fois le Ventoux en vélo. La première s'est mal passée puisque je me suis arrêté à quelques mètres de l'arrivée. Insolation, voilà ce qui peut arriver aussi. Et puis la deuxième fois, ça s'est mieux passé. Alors en fait, c'est ce que j'ai essayé de raconter à travers ces mots dans le livre, c'est que le Ventoux, je pense que tout le monde peut s'y attaquer avec un minimum de préparation. Ça, il faut vraiment être très clair là-dessus. Ça peut être terrible, il y a des drames tous les ans, donc il faut faire très attention à ça. La deuxième fois, j'étais bien préparé physiquement, alors je fais beaucoup de courses à pied aussi, donc je sais que physiquement, normalement, ça va. Oui. Mais le problème, c'est psychologiquement. C'est-à-dire que comme je te le disais tout à l'heure, moi, quand je suis dans le Ventoux, je pense aux stars du Tour de France, je pense à Ray Serviran, je pense à Pantani, je pense à Merckx. On s'enflamme. Voilà, je pense même en passant devant la stèle qui symbolise l'endroit où est tombé Simpson. Oui. Je pense à Simpson, à tout ça. Donc en fait, le côté un peu légendaire me possède quelque part. Il est chargé. Oui, il est chargé. Et je me dis que tout ça, finalement, ça peut prendre toute mon énergie. Et puis que je sais qu'à un moment donné, parce que le Ventoux, c'est en 2 parties, donc la forêt, et les 7 derniers kilomètres exposés au vent au milieu de la rocaille. Et ces derniers kilomètres, je sais qu'ils seront toujours très difficiles pour moi. Et d'ailleurs, le dernier kilomètre que j'ai fait, je pleurais sur le vélo, tellement en fait, je souffrais, mais j'étais complètement possédé en fait par le côté légendaire du lieu. Et c'est ce que tu relates dans cet ouvrage, et c'est passionnant parce que d'une part, quand on n'est pas cycliste, eh bien, comme tu es un cycliste amateur, comme tu le dis, on peut se mettre dans ta peau. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tu y glisses des anecdotes. Tu vas nous parler forcément du Tour de France, des pointures que tu as évoquées qui l'ont gravi. Tu vas nous parler des drames, comme celui justement de Simpson aussi que tu as évoqué. Il va y avoir des témoignages, c'est entrecoupé de plein de choses. C'est une forme qui est très originale au final. C'est ça. J'ai pas vraiment réfléchi à la forme. Ça s'est fait spontanément. C'est ça, ouais, ça s'est fait vraiment spontanément. Je me suis dit quelle est la meilleure manière de retranscrire les propos, par exemple, de la fille de Tom Simpson que j'ai interrogée et qui a une relation très particulière évidemment avec le Ventoux puisque son père y est décédé, mais aussi parce que derrière elle s'est mise au vélo pour lui rendre hommage et elle le montre chaque année et elle dit même qu'elle aimerait être enterrée là-bas. Donc c'est vraiment des messages très forts. Donc pour être auprès de son père. Et de la même manière, la personne qui l'a monté 11 fois la même journée, qui est co-recordman de montée du Ventoux, je me suis dit, quelle est la meilleure manière de retranscrire ce qu'eux ont vécu. Je pensais que là, le format de l'échange et de l'entretien était plus intéressant finalement que de faire un chapitre, comme je l'ai fait d'ailleurs par ailleurs, qui raconte soit des anecdotes qui sont liées effectivement au Tour de France, mais pas que, ou des histoires méconnues, c'est-à-dire par exemple celle de Marthe Hesse qui... en 1903, et la première femme à l'avoir gravi et montée. C'est vrai que c'est vraiment passionnant. Est-ce que quand on écrit, pour toi, c'est peut-être une 3e ascension, quand on écrit le mot Ventoux, il y a eu le premier échec, il y a eu l'ascension à vélo. C'est pas la même souffrance. Et puis là, c'est une ascension d'écrire Mont Ventoux. Mais il y a des parallèles, parce qu'en fait, écrire comme faire du vélo, c'est à la fois de la souffrance, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Et le plaisir prend toujours le pas sur la souffrance, je pense, à la fin. Et il y a vraiment ce parallèle-là. Alors évidemment, l'effort physique n'est pas le même, mais oui, c'est un peu une 3e ascension quelque part. Et c'est surtout aussi, j'avais pour envie, au fond, de rendre hommage à toute ma famille. Parce que je leur remercie quelque part de m'avoir transmis cette passion-là. J'invite tous les téléspectateurs vraiment à lire ce petit livre, Mont Ventoux. C'est paru chez Andersen+, c'est signé Arnaud Caël. Vraiment, c'est à déguster. Moi, j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et ce n'est pas de la flagornerie, ce n'est pas parce que nous nous connaissons. D'accord, merci beaucoup Alicia. N'hésitez pas à vous le procurer. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. À tout bientôt.
Dans votre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à passer les frontières, direction Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'y passe régulièrement de très belles choses, mais surtout parce que la ville d'Esch-sur-Alzette a décroché cette année le label Capitale européenne de la culture. L'occasion d'assister, au travers d'événements artistiques, à la transformation de la ville, à sa métamorphose, de la ville industrielle à la ville créative, des friches urbaines aux nouveaux quartiers. Et si 4 nuits de la culture ont été organisées jusque-là, eh bien une 5e nuit arrive en point d'orgue. Une nuit qui, pour l'occasion, va durer 10 nuits. C'est ainsi que du 2 au 10 septembre, vous allez assister à près d'une centaine d'événements. Alors bien sûr, je ne peux pas tout vous lister, mais j'ai retenu quelques temps forts, comme la venue de Sean McCone, qui a été le directeur artistique du mythique Cirque du Soleil et qui va dévoiler le projet Resch sur le site industriel de Chifflange, un projet qui réunit 20 artistes du monde entier qui vont se mélanger à 17 danseurs locaux pour vous inviter à un voyage à Esch, en plein air, inspiré par les traditions et les forges de la région. Émerveillement garanti les 2 et 3 septembre. Autre rendez-vous à ne pas manquer, le 10 septembre, cette fois avec Barbara, un conte basé sur l'histoire d'Esch-sur-Alzette qui vous sera conté par une autre compagnie mythique, la Compagnie des Machines de Nantes, bien connue pour ses marionnettes géantes que vous allez découvrir le temps d'une marche signée par Barbara, Félix et Giacomo, des animaux extraordinaires. Une marche qui se clôturera par un grand bal dont le lieu est pour le moment tenu secret. Tout cela sans oublier le Food Market où seront réunis food trucks et où auront lieu des concerts, des animations, des ateliers et plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site qui est apparu à l'écran. Cela vaut vraiment le détour. Ce n'est pas tous les jours qu'une ville décroche le label de Capitale européenne de la culture à 2 pas de chez nous. Poursuivons en musique avec un tout nouveau projet qui tombe à point nommé avec l'arrivée à pas de loup de l'automne. Il s'agit de, attention, petit effet flamboyant, Son Parapluie, un projet aux commandes duquel on retrouve Jérôme Didlot qui s'est entouré d'une belle équipe pour composer 4 titres French pop délicats. Découverte. Ce Paris complètement dada, bardé de clins d'œil poétiques et fantaisistes, le directeur de label indépendant américain Todd Bisson en rêvait. Aussi, pour lui donner vie en musique, il a fait appel à l'auteur-compositeur lorrain Jérôme Didlot, fondateur du groupe Orwell, et lui a confié une mission: écrire 4 chansons pour la chanteuse londonienne Isobel Campbell et à travers elle, rendre hommage à la French pop des années 60-70. Moi j'ai essayé de jouer justement sur cette idée de Paris fantasmé et c'était un petit clin d'œil voilà, d'appeler la chanson Paris n'existe pas parce que j'utilise la ville comme une métaphore et c'est plutôt l'idée de ne pas appartenir à quelque chose, d'être loin d'une scène culturelle ou d'un mouvement culturel. Et là il y a un brin de nostalgie dans la chanson et je trouvais ça rigolo de la faire chanter par une Britannique en plus. Voilà, c'était un petit peu le contre-pied de l'idée de départ. La Britannique en question, Isobel Campbell, pose sa voix avec un charme suranné sur les chansons de Jérôme Didlot, qui ne cache pas son émotion d'avoir pu collaborer avec celle qui n'est autre que la chanteuse du groupe Belle & Sebastian. J'appréhendais un petit peu, j'avais un peu peur à l'idée de lui proposer des chansons, de la rencontrer. Et en fait, c'est une personne adorable, elle est très effacée, parfois même elle peut disparaître momentanément et réapparaître. En tout cas, l'enregistrement s'est super bien passé. Alors c'était compliqué pour moi parce qu'on avait peu de temps et c'était la première fois que je la rencontrais. Et j'avais un rôle presque un peu de dictateur parce que je devais la driver pour chanter en français. Elle ne parlait pas un mot de français. Donc j'étais à la fois dans la cordialité, dans ce moment un petit peu de découverte. Et en même temps, je devais être très directif. Donc c'était un peu antinomique presque pour moi. Mais bon, je crois que l'équilibre a été trouvé.
En résultent 4 titres dont l'esthétique n'est pas sans rappeler celle des grands compositeurs de musique de film, auxquels le nom du projet, Son Parapluie, fait d'ailleurs écho. Un projet collaboratif exaltant, pour lequel Jérôme Didlot a ensuite fait appel à l'illustratrice messine Mélanie Cocher, afin qu'elle mette en image le titre « Paris n'existe pas ». Point de départ de ses recherches, une série de cartes postales de Paris 1900. On part d'un Paris carte postale littéralement dans le matériel et dans l'idée. Et ensuite, on déconstruit la carte postale pour l'amener ailleurs. Et donc, je suis partie littéralement des cartes postales qu'on peut retrouver de temps en temps dans les images. Et après, l'idée pour moi, ça a été toujours de travailler avec un petit peu d'humour. Et dès qu'on avait des constructions, soit architecturales très traditionnelles, d'aller remettre du contemporain dedans. Là, on va voir les colonnes de Buren. Un peu plus tard, on va voir l'arc de triomphe qui est entouré par Christo, qui était la dernière œuvre de Christo, qui est quand même assez récente. Et puis c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'habiter quelques années à Paris, donc j'ai aussi une carte mentale de Paris sous ses différents aspects, ses différents quartiers. Et ça me paraissait intéressant de mélanger l'immeuble de Tati avec la tour Eiffel. Convoquer avec humour et poésie l'âme de Marcel Proust et celle de Serge Gainsbourg, l'homme à la tête de chou. Autant de références subtiles qui viennent se glisser dans chaque planche qu'il a fallu réfléchir en amont afin de pouvoir intégrer ensuite les déambulations de l'héroïne. Tout est quand même pensé aussi de façon linéaire, c'était de savoir de quel côté l'actrice va rentrer pour que ce soit plausible, qu'elle puisse avoir un déroulement physique. Et ensuite les personnages qui sont des personnages découpés, comment ils vont, par exemple ce personnage-là, comment il va pouvoir s'envoler, comment on va pouvoir le faire se déplacer dans l'espace. Donc c'est à la fois travailler en 2 dimensions et pouvoir intégrer l'idée qu'en fait il y a aussi une 3e dimension qui va venir dedans. Donc c'est très très intéressant. Il y a aussi l'évolution climatique puisque le temps se dégrade pour justifier l'apparition du parapluie qui a un petit rôle dans le... Et c'est vrai que moi je me suis beaucoup amusée aussi à peindre à l'acrylique des nuages de toutes les formes et de toutes les sortes possibles pour pouvoir les intégrer après au collage. C'est pas que des découpages, c'est vraiment faire entrer finalement toutes les formes d'art possibles dans ce travail-là. Et après, quand ça a été animé, on a fait tomber de la pluie, on s'est vraiment construit un univers et ça, c'est extraordinaire. Un clip à l'image du projet, réalisé avec enthousiasme. Cerise sur le gâteau, 4 remixes viennent compléter ce mini-album, aux commandes des artistes internationaux de renom tels que Jawa Ball ou Martin Kerr des Boradlez. De quoi profiter plus longuement de ce Paris foisonnant de belles énergies et de quoi espérer aussi que Son Parapluie ne cesse de s'ouvrir sur de nouvelles collaborations. Les pauses, les rires, les autres écrivent nos vies. L'esprit, la finesse me reste interdit. Envie d'écouter ce titre en boucle et de découvrir les autres, rendez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement et sur le site qui est apparu à l'écran. Le soleil donne la même couleur aux gens, mais aussi parfois l'envie de se réfugier dans les salles obscures. L'occasion de découvrir le premier film absolument magnifique de Lola Quivoron. Avec Rodéo, elle met en scène Julia, une jeune femme qui ne vit qu'à travers sa passion pour la moto et le cross-bitume, cette discipline qui consiste à faire des figures sur quad et 2 roues. Julia, dont on va suivre l'entrée dans une communauté de riders. La réalisatrice, Lola Quivoron, était au Club de Metz où elle a présenté son film en avant-première. Elle s'est confiée à mon micro. Ça signifie quoi, ton tatouage? C'est mes histoires. J'ai passé 7 ans sur les routes en fait à rencontrer les riders. J'ai tissé des liens très forts d'amitié. Et puis surtout, moi, j'ai jamais lâché cette passion, c'est-à-dire que la passion, elle est très contagieuse. Moi-même, je suis devenue une passionnée de cette pratique, des acrobaties qui ont tous des noms.
C'est une pratique qui a beaucoup de codes. Il y a aussi une forme énorme de solidarité entre les riders, beaucoup de plaisir. C'est très familial et c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis vraiment intéressée à cet univers que je trouvais mythologique. Il y avait beaucoup de mythologie, beaucoup de choses qui se racontent en fait. Du social, du politique, de la poésie aussi. Tu sais que si la daronne elle te voit là, elle appelle les keufs. Vas-y, de toute façon, je reste pas ici dans cette vieille parade moisie là. C'est quoi, c'est du mélange dedans? Tu viens, tu te sers chez les gens comme ça, toi? Fais pas le crevard, j'ai besoin de cramer. Regarde là, il y a tout le monde qui crame. Moi, je suis la seule débile sur le côté. Le personnage de Julia ne pense qu'à sa liberté et ne pense qu'à détruire les murs qui cloisonnent les êtres humains. En fait, elle se bat contre tous les stéréotypes. Elle est sans cesse renvoyée au fait qu'elle est métisse, guadeloupéenne, que c'est une femme. Et les enjeux sont énormes en fait. Et en termes de narration, le fait simplement de prendre cette figure féminine et de l'inscrire dans ce milieu-là, c'est déjà beaucoup de narration parce que ça produit des enjeux qui sont épiques. Vous faites quoi ici? Vous retapez les bécanes? Vous replaquez les numéros? Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. Rien que le fait d'être une femme dans la société, c'est dur en fait, toujours. Je pense que le personnage, il est inspiré surtout de mon expérience aussi de jeune femme, jeune adulte, lesbienne, et du regard en fait de la norme, de la société sur ce que je suis, sur ce qu'on est. J'ai envie d'inclure plus de femmes avec moi, sur ce que sont les femmes. Et donc c'est très inspiré de ça. Tu vas aller faire un tour? Non, non, mais ça va pas ou quoi? Domino, il n'aime pas qu'on sorte. C'est qui Domino? Notre patron, entre guillemets. J'ai un deal à te proposer là. Vas-y. C'est pas un documentaire sur le cross-bitume, c'est vraiment un film de fiction où j'avais envie de pousser les codes du cinéma à fond. Donc c'est du cinémascope, c'est vraiment un format qui évoque le western. Les couleurs, j'ai voulu qu'elles soient très, très denses, qu'on puisse aussi ressentir le grain comme s'il y avait de la poussière, une forme d'âpreté de l'image. L'image est quand même très contrastée, elle est forte. Pareil pour le son. Et d'ailleurs, dans la manière dont on tournait chaque séquence, c'était à chaque fois, il fallait rechercher l'intensité de la scène en énergie. C'est un film où je pense beaucoup de spectateurs peuvent se retrouver parce qu'il est kaléidoscopique. Il y a une narration, voilà, c'est la narration du thriller ou du film de gangster, le film aussi d'émancipation. Mais à l'intérieur, il y a vraiment, les personnages sont complexes et je crois qu'on est happé par cette complexité-là. Guette le camion bleu là-bas. Bam! On lui éclate le coffre et on sort avec toutes les bécanes. On va le faire ton braco. Domino m'en a parlé. C'est une dinguerie. C'est elle la nouvelle poule aux odeurs, les gars. Putain, j'ai l'impression que j'ai pris un shoot avec ta moto. C'est l'adrénaline. Rodéo, un film qui mêle les genres pour mieux nous surprendre. Les comédiens, qui sont tous amateurs et tous des riders, sont épatants. Mention spéciale à Julie Ledru, qui incarne Julia en véritable guerrière. On précisera que la réalisatrice, après l'avoir rencontrée, a écrit son film pour elle. Et puis terminons en rappelant que Rodéo a reçu le coup de cœur lors de la sélection Un certain regard à Cannes. Courez ou roulez le voir. Avant de nous quitter, notez un dernier rendez-vous dans votre agenda avec le MAC qui est de retour, le MAC ou Medservice Art Contemporain qui pour cette 12e édition réunit une fois encore plus d'une quarantaine d'artistes, ce qui vous donnera l'occasion de découvrir, voire de faire l'acquisition de près de 700 œuvres. Une rétrospective de l'artiste peintre et graveur Yves Blin sera également présentée. Et puis nous, surtout, ce qu'on aime bien dans cette manifestation, c'est qu'elle se déroule en milieu rural, dans les rues de Medservice, dans les garages, les granges, les caves des habitants, mais également au centre culturel du village. Alors autant dire que c'est une belle occasion de se familiariser avec l'art contemporain. Rendez-vous les 3 et 4 septembre, l'entrée est gratuite. L'heure est déjà venue de nous quitter en musique comme toujours avec le groupe de chansons électro-pop Death by Selfie dont le premier EP sortira cet automne. En attendant de vous le procurer, eh bien, un premier single est à découvrir, son nom Animal Totem, qui a été tourné au Muséum Aquarium de Nancy. Résultat, la réalisation est onirique à souhait. Je vous laisse en bonne compagnie, Animal. Allez, bye bye. Je ne suis jamais le même.
suis jamais le même, je ne suis jamais le même animal. Je ne suis jamais le même, je ne suis jamais le même, je ne suis jamais le même animal. Animal à sang-froid, je me méfie de toi. Si tu cherches une proie, ça ne sera pas moi. Imbécile à la laisse, je ne me laisserai pas m'allouer par des caresses. Dans un élevage ou un zoo, une cage en labo, je ne finirai pas dans un bocal ou sur un étal.